ton parcours professionnel. Donc, tu es arrivée jeune infirmière à Montréal en 2012. Comment est-ce que ton parcours a évolué pour devenir aujourd'hui la présidente directrice générale de Une chance de vivre? Pour moi, ça a été super simple. Je suis Ok. arrivée ici avec une résidence permanente. Déjà, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas s'ils le font tout le temps, il y avait genre le salon des professionnels de la Ok, santé. Et peut-être 3-4 jours après, j'avais rendez-vous pour un entretien à l'ambassade du Canada. Donc, dès la fin de l'entretien, en fait, on m'a dit bienvenue au Canada, etc. Wow. C'est plus facile que ça. Et juste pour la petite histoire, quand je suis arrivée à l'aéroport de Yule, c'était la première fois que je mettais les pieds au Canada. C'est la première fois que quand je voyageais, il n'y avait personne pour venir me chercher à l'aéroport. Ah, tu devais te sentir toute seule, hein? Toute seule. Oh là. Toute seule. Ouais. J'en avais été tellement perturbée, je me souviens que j'avais laissé mon ordinateur dans le taxi. Je ne crache pas sur la soupe de tout ce que j'ai appris en France, mais très vite, ce que j'ai appris ici, sur ma manière de travailler, de voir mon métier, de prendre en charge les enfants, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on avait appris en France. Et on m'a donné l'opportunité aussi de devenir, de poser des lignes centrales sur des tout petits bébés, des choses qu'en France, c'est que les médecins qui font. Aujourd'hui, moi, on m'a donné cette opportunité où je me suis spécialisée, où je pose des lignes centrales sur des bébés qui font des 500, 600, 700 grammes. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, que ce soit en termes de technicité, de manière de travailler, même sur les soins cliniques, je l'aurais jamais, je l'aurais eu si j'étais restée en France. Jamais. Donc, on a décidé de lancer Mobilisation Zima. Donc, le but, c'était vraiment de récolter 30 000 $ pour pouvoir acheter tous ces kits. Et c'est divisé entre 4 hôpitaux. On avait visé Panzi et 3 autres hôpitaux dans la ville de Goma qui étaient la plus en souffrance. Ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est sans mots. C'est surtout très impressionnant qu'on n'en parle pas du tout, qu'on n'en parle pas autant dans les médias. Et vraiment, il n'y a pas de petit ton. C'est une action qui est limitée dans le temps, mais qui peut faire beaucoup de bien aux populations qui en ont le plus besoin en ce moment. On encourage ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder après la vidéo à donner à Une chance, parce que ça sauve des vies. Mobilisons-nous tous. Africa, we want to go. Whoa, Africa, we want to go. Yeah, come on, my black brother, come on, my black sister. To Africa, we want to go. Bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Caribou Montréal. Caribou Montréal, c'est votre plateforme qui relaie les événements culturels et économiques de la communauté afro-caribéenne à Montréal. Si vous avez aussi des événements en vue, des événements qui arrivent bientôt, communiquez avec nous. Ça nous fera plaisir de faire la promotion de votre événement sur notre site internet Caribou Montréal et sur nos réseaux sociaux. Et pourquoi pas, on pourrait aussi couvrir vos événements. Aujourd'hui, vous avez des adjoints. Donc, c'est moi. Je suis avec mon collègue Lémi. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, Lémi, Caribou Montréal, collègue adjoint. On est très content d'être avec vous en live. Quand vous arrivez, vous pouvez nous dire d'où vous venez, d'où vous regardez. Et comme ça, on pourra avoir cette discussion interactive. Parfait. Alors, ce soir, on continue notre série Réussite canadienne. Donc, Réussite canadienne, c'est votre podcast qui met en lumière les parcours des immigrants afro-caribéens ici au Canada. On leur donne la parole pour qu'ils nous parlent de leur parcours remarquable. Et pour ceux qui ont mis en place des entreprises, ils vont nous présenter en fait leur entreprise, leur parcours. Donc, c'est des histoires authentiques qui nous parlent de sacrifice, de résilience. Et c'est juste, en fait, pour nous motiver la communauté. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour recevoir les notifications lorsque nous sommes en live. Et comme ça, vous allez découvrir les autres récits inspirants qui vont suivre. Donc, aujourd'hui, c'est notre 4e épisode et nous accueillons Misha. C'est une infirmière engagée
présidente directrice générale de l'ONG Une chance de vivre, qui est une unité de néonatologie. Donc, c'est une maternité, en fait, qui est installée dans un hôpital à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc, Lémi, sans plus tarder, je pense que notre invité nous attend déjà. On va la... Bonjour, Bonjour, Micha. Comment tu vas? ça va et vous? Ça va très bien. Alors, merci déjà d'avoir répondu oui à notre invitation dans Réussite canadienne aujourd'hui. Donc, écoute, on veut te découvrir, on veut te connaître. Donc, parle-nous un peu de toi, de quand tu es arrivé au Canada, de tes origines. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada comme destination pour ton immigration? Moi, je m'appelle Micha. Je suis née, j'ai grandi en France. Et en fait, quand je suis sortie de j'ai fait l'école d'infirmière. Quand je suis sortie de l'école d'infirmière, j'ai commencé à travailler très vite aux soins intensifs néonatales. En fait, la néonatologie, c'est la spécialité hospitalière qui s'occupe des nouveau-nés malades et prématurés. Et en fait, moi, j'avais choisi cette spécialité à la base parce que j'avais du mal avec la mort. Moi, je voulais accompagner la vie. Et je trouvais que en néonat, ça prenait tout son sens. Tu sais, t'accompagner des nouveau-nés malades jusqu'à ce qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent rentrer chez eux, etc., etc. Oui. Donc, je suis sortie de l'école. J'ai commencé directement à travailler en néonatologie dans un grand centre à Paris. À l'époque, ça s'appelait l'IPP, l'Institut de périculture et de périnatologie de Paris. Et j'ai fait 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, j'avais fait un petit peu le tour. Je voulais quand même pousser ma spécialité parce que j'avais d'autres idées en tête. Et là est venue la proposition de venir au Canada. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, c'est cool. Et à l'époque, je me souviens, tous les livres qu'on lisait sur les soins de développement des enfants ou les soins spécialisés en néonatologie, ils sortaient d'un hôpital ici, Sainte-Justine. Donc, je me suis dit, oh, tu sais quoi, je vais y aller. Je vais y aller. Moi aussi, je vais aller travailler là-bas, je vais aller travailler avec eux. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée ici en 2011-2012, la première fois. Okay. Et en fait, très vite, je ne crache pas sur la soupe de tout ce que j'ai appris en France, mais très vite, ce que j'ai appris ici sur ma manière de travailler, de voir mon métier, de prendre en charge les enfants, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on m'avait appris en France. Ok. Et toi, Nisha, tu es d'origine, je pense pas que tu me l'as dit, ok, d'origine congolaise. Okay, donc, d'accord. Donc, tu es arrivée en 2011, 2012, ok, 2012 à Montréal, c'est ça? Tu as atterri directement à Montréal. Ok, tu es restée à Montréal depuis. Oui, et je suis restée à Montréal. Et juste pour la petite histoire, quand je suis arrivée à l'aéroport de Lille, c'était la première fois que je mettais les pieds au Canada. C'est la première fois que quand je voyageais, il n'y avait personne pour venir me chercher à l'aéroport. Ah, tu devais te sentir toute seule, hein? Toute seule. Ouais. J'avais été tellement perturbée, je me souviens que j'avais laissé mon ordinateur dans le taxi. Ouh, wow, ok. C'est vrai, c'était vraiment un gros changement pour toi. Un gros changement, voilà, un gros changement. En plus, parce que tu as laissé ta famille, c'est ça? Oui, j'avais laissé ma famille. En fait, je jouais la maline au début. Que moi je pars, etc., etc. Mais une fois que tu arrives toute seule dans un pays que tu connais pas, oui, tu as un visa et tout ça, mais c'est tout ce que tu as. Oui. Donc, puis j'étais toute jeune. Donc, non, ça a été quand même un petit choc quand même. Ça a été un choc. Ça s'est bien passé par la suite. Bon, ben super. Donc, tu as gradué en France, tu as commencé à travailler un peu. Tu as travaillé combien de temps en France? 2 ans. À peu près 2 ans, ok. Et quand tu es arrivé au Canada, parce que je suppose que tu es venu avec un visa de travail ou comment ça s'est passé? C'était quoi le processus que tu as suivi pour avoir ton... Franchement, j'avoue, pour moi, ça a été super simple. Je suis arrivée ici avec une résidence permanente. Ah, d'accord. Sans savoir que c'était une résidence permanente. Et à l'époque, en fait, j'avais des grosses étiquettes écrites en vert que je devais mettre sur mes dossiers où c'était écrit infirmière, 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 infirmière. Ok, d'accord. Disons que j'ai commencé à faire sérieusement les démarches en mars. En octobre, j'étais ici. Wow, ok. Et tu avais déjà un travail?
en quittant Oui, la j'avais France? déjà un travail. Tu avais déjà trouvé un travail depuis la France? En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas s'ils le font tout le temps, il y avait genre le salon des professionnels de Ah, la ok, santé. Et en ok. fait, il y avait une délégation québécoise. Donc, Mhm. moi, je suis allée et tout ça. Et peut-être 3-4 jours après, j'avais rendez-vous pour un entretien à l'ambassade du Canada. Donc, je suis allée à mon entretien, etc., etc. Et j'ai été prise à mon entretien. Et donc, dès la fin de l'entretien, en fait, on m'a dit bienvenue au Canada, etc., etc. Wow. C'est plus facile que ça. J'avoue que j'avais des grosses étiquettes sur mes dossiers qui disaient infirmière, infirmière, infirmière. Ok, ok, ok. Donc, ça a été quand même assez rapide comme parcours. Ouais, Et puis, quand tu es arrivé, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel hôpital tu as travaillé ou c'est... non, 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 je peux le dire. D'accord. Alors, moi, quand je suis arrivée, d'abord, j'ai travaillé dans le système francophone. Donc, je travaillais à Sainte-Justine. Ok, Je d'accord. travaillais à C'était Sainte-Justine. comme un rêve pour toi, en fait, qui se Oui, réalisait oui, là, parce que oui, tu oui. voulais... ok, Oui, ouais. super. Je me rappelle, une de mes premières journées, j'avais pris une photo de la façade et j'avais envoyé à mes anciennes collègues en France. Elles étaient tous, on est trop jalouses, etc. Oh, wow. Et j'avoue que comme j'ai dit, c'est complètement une autre manière de travailler. On te demande de penser. En fait, en France, j'étais plus une exécutrice et j'avais tellement de tâches que j'avais pas forcément le temps de penser à ce que je faisais. Mhm. Tandis que là, on te demande vraiment de penser. On te demande vraiment d'être une clinicienne, de penser à tous les actes que tu poses, de faire les liens. Mhm. Et j'avoue que j'avais plus de temps pour développer ma pratique parce que tout est bien sectionné. Donc, la pharmacie va préparer les médicaments, la diététicienne va s'occuper des laits, les gens qui font le ménage, ils vont faire le ménage, les gens qui doivent faire les pleins, ils doivent faire les pleins. Donc, en fait, c'est du temps en fait, pour vraiment te concentrer sur ton patient, sur ta pratique et à réfléchir à tous les gestes que tu posais. Tandis qu'en France, c'était pas la même chose pour moi. J'avais pas le temps de penser parce que la pharmacienne, c'était moi, la diététicienne, c'était moi, celle qui faisait les plats. Il y avait tellement de tâches que tu n'as plus le temps de focaliser vraiment sur ton rôle vraiment de clinicienne. Ok, je vois. Puis, ton parcours professionnel. Donc, tu es arrivée jeune infirmière à Montréal en 2012. Comment est-ce que ton parcours a évolué pour devenir aujourd'hui la présidente directrice générale de Une chance de vivre? On veut savoir. Alors, Donne-nous un peu la chronologie. c'est sûr que moi, j'avais toujours en tête que à un moment donné, il fallait que je fasse quelque chose pour chez moi au Congo. Donc, Oui. j'ai toujours eu un penchant pour la santé mondiale. J'ai toujours eu un penchant pour la santé mondiale. Et en fait, je me rappelle mes stages de fin d'études, je les avais faits au Sénégal. Et mes premières années, là, mes 2 premières années d'infirmière, j'avais comme genre donné mes vacances en fait pour faire du bénévolat et je les avais fait dans un hôpital pédiatrique au Congo. Donc Oh. j'avais toujours cette idée de il faut que j'excelle pour pouvoir redonner à un moment donné. Donc là, quand je suis arrivée ici au Canada, déjà c'était pas du tout la même manière de penser la prise en charge du patient. Donc c'est sûr que j'ai développé beaucoup plus de capacités et on est dans une société qui est complètement capitaliste. Donc Oui. on s'en fiche un petit peu que tu sois noir, que tu as un foulard sur la tête, etc., etc. Dans le cadre du travail, en fait, on veut la plus compétente pour le poste donné. Et en fait, ce qui m'a poussée aussi, c'est que ils ont vu certaines compétences en moi et ils m'ont poussée. Donc, entre-temps, j'ai changé d'hôpital. Donc, j'ai changé d'hôpital toujours en néonatologie. Et là, j'ai eu plus de rôles. Donc, déjà, Ok. de chef d'équipe, alors que tu t'y pas forcément. Tu viens pas du système, tu ne comprends pas forcément. Ben oui. Tu deviens instructeur du programme de NRP. C'est quoi NAPI? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est comme le programme en fait de réanimation néonatale pour les Ok. nouveau-nés. Donc en Wow. fait, il y a comme un programme genre d'éducation pour ça. Et puis moi, on m'a donné genre l'opportunité de devenir instructeur de ce programme. De ce programme-là. De ce Ok. programme-là. Alors que, puis tu sais, quand tu es instructeur, on s'entend que tu vas instruire à tout le monde. Il va y avoir les Oui. résidents, il va y avoir des inhalothérapeutes, des infirmières, des Mhm. infirmières auxiliaires, etc., etc. Et on s'en fiche que en fait Michel soit infirmière clinicienne à la base et qu'elle Mhm. enseigne à des résidents. Non, le truc c'est Bah que oui. Michel est instructeur de NRP, du programme de réanimation néonatale.
Puis on m'a donné l'opportunité aussi de devenir, de poser des lignes centrales sur des tout petits bébés. Des choses qu'en France, c'est que les médecins qui font. Des choses qu'en France, c'est que les médecins qui font ou les techniciens en radiologie. Aujourd'hui, moi, on m'a donné cette opportunité où je me suis spécialisée, où je pose des lignes centrales sur des bébés qui font des 500, 600, 700 grammes. J'aurais jamais eu cette opportunité-là en France. En fait, toutes les portes qu'on m'a... Même si j'avais toujours mon idée en tête, toutes ces portes qu'on m'a ouvertes parce qu'on a vu que j'avais du talent, mais jamais ouvertes en France. Jamais de la vie. Jamais. Ouais. Donc, pour moi, oui, je pense que j'étais déjà bonne, sans prétention aucune. Je pense que j'ai encore plus excellé parce qu'on t'a donné la chance, en fait. On m'a donné la chance d'exceller encore plus. Donc, ça, j'avoue que c'est quand même gratifiant pour moi. Et quand j'ai décidé que c'était le moment pour moi de retourner à l'école parce que je voulais acquérir d'autres capacités en regard avec la santé mondiale, ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas posé de problème du tout. On m'a encouragée pour que je puisse faire mon master, etc., etc. Et dans le cadre de ce master, à un moment donné, j'ai dû m'absenter pendant 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir aller en Guinée pour mon projet de master. Je suis partie sans problème. En fait, ils ont vraiment, comme ils savent que ça va leur servir aussi, ils m'ont vraiment ouvert les portes. Oui, c'est ça. Ils m'ont vraiment ouvert les portes. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et je sais pertinemment, j'en suis parfaitement consciente, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, que ce soit en termes de technicité, de manière de travailler, même sur les soins cliniques, je n'aurais jamais, je l'aurais eu si j'étais restée en France. Jamais. Donc, tu as acquis des compétences parce que, en fait, tu as vu que les gens avaient confiance quelque part aussi, puis et motivation aussi, je suppose, pour faire des choses. Donc, ils ont pu te donner les opportunités, te laisser la porte ouverte pour aller de l'avant dans tes idées. Exactement. Et à quel moment exactement tu t'es dit, OK, là, c'est bon, je vais lancer une chance de vivre, je vais commencer mon projet international. À quel moment est-ce que ça s'est fait? Ok, c'est sûr que ça avait toujours été dans un coin de ma tête. Mais plus tu avances dans le temps, plus tu es moins courageux. Moins courageux, etc., etc. Et en 2015-2016, quelque chose comme ça, j'étais rentrée au Congo et en fait, j'avais un peu de matériel, un petit peu de matériel, tout ça. Et j'avais décidé en fait de donner ce matériel à un hôpital avec lequel, plus jeune, j'avais fait du volontariat chez eux, etc., etc. Ok. Et en fait, quand je suis allée dans l'hôpital, parce que maintenant j'avais de l'expérience, j'avais du recul, j'avais une grosse capacité d'analyse pour voir ce qui fonctionne pas, etc., etc. Et c'est les vrais problèmes. Quand ils ont commencé à m'adresser leurs desiderata, leurs problèmes, etc., etc., pour faire évoluer leur unité, je trouvais qu'ils n'étaient pas du tout en phase avec la réalité. En fait, je trouvais qu'ils avaient du matériel, mais qu'ils ne l'utilisaient pas de la bonne façon. Et qu'ils avaient d'autres matériels, alors que la base que vous avez, vous ne l'utilisez pas bien. Et il y avait genre 2-3 petites choses qui me chiffonnaient un petit peu dans cet hôpital. Et en fait, un de mes amis, qui est aussi un proche de ma famille, savait que j'avais du matériel. Il m'a dit, il est médecin, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas faire un tour dans notre hôpital et tout ça on travaille à Kimbanseke, etc., etc. Et j'étais comme ça, c'est un peu loin, ça. Mais il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais venir faire un tour. Et j'ai apporté le matériel que j'avais et tout ça. Et clairement, en fait, quand on arrivait dans cette commune, on pouvait voir qu'on était vraiment une coche en dessous du niveau de vie du reste de la ville. Vraiment en dessous. Donc là, j'arrive dans cet hôpital, tout ça, et c'est sûr que c'est un hôpital qui est très paupérisé, etc., etc. Ça m'avait impressionné. Et eux, en fait, ils m'expliquent qu'ils ont un service de maternité, un service de pédiatrie, mais qu'ils n'ont pas d'unité néonatale et qu'ils aimeraient bien avoir une unité néonatale, etc., etc., etc.
Et ils me disent, ben, nous, on aimerait bien que tu nous aides. Donc, bien sûr, moi, je commence à regarder derrière moi pour vérifier à qui on parle, tu vois. Moi, je n'étais pas venue ici pour ça. C'était pas pour... J'étais pas venue pour ça. Je voulais juste donner du matériel, c'est ça. Je voulais juste donner du matériel, tout ça. Donc là, j'ai été pris un petit peu de cours, tout ça. Donc, j'ai juste demandé un petit temps de réflexion parce que j'étais prise de cours. J'étais prise de cours, tout ça. Excuse-moi, c'est le témoignage qui m'a... Oui, non. Merci. J'étais un petit peu prise de cours et tout ça. Et là, je rentre en fait chez mes parents. Mes parents avaient une maison là-bas. J'étais chez eux à la maison. Et donc, j'explique à mes parents, dont mon beau-père, et qui me dit, ouais, mais Micha, tous les jours, tu es ici à nous dire, oui, pour les problèmes africains, il faut des solutions africaines, etc. etc. Aujourd'hui, tu as l'opportunité en fait. de trouver ton point. Alors, pourquoi pas? Et là, je me suis dit, c'est vrai quand même. Hein. Puis, en plus, c'est vrai, j'arrête pas de dire à chaque fois, oui, franchement, un jour, je vais faire ci, un jour, je vais faire ça. Peut-être que c'est un rappel de la vie que, en fait, c'est le moment. C'est ça, c'est le moment. C'est le moment. Donc, je suis quand même retournée dans cet hôpital, tout ça, parce que j'avais besoin de les voir travailler, j'avais besoin de comprendre comment le système fonctionnait, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis rendu compte que c'était pas idéal, c'était pas parfait. Mais en fait, ce qui m'a touchée, c'est que je trouvais que les médecins, les soignants, ils savaient à qui ils avaient affaire, ils connaissaient leur population et qu'ils l'avaient à cœur. Donc, j'avoue que ça m'a touchée. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est des gens bien quand même. Donc, quand je suis rentrée toute naïve, je suis rentrée à Montréal. Donc, j'en ai parlé à 3 de mes amis avec qui on a les mêmes intérêts en termes de développement santé, etc., et d'opportunités de carrière professionnelle. Stéphanie, qui elle aussi est infirmière clinicienne aux soins intensifs néonatal et aussi qui a genre un master en éducation en santé. Mariam, qui elle est d'origine iranienne et elle avait déjà fait des programmes de formation dans des zones reculées en Iran. Elle a un master en santé publique plus un doctorat en recherche sur l'infirmier, et Cynthia Garcia, qui elle aussi, on s'était rencontrés à Sainte-Justine, elle aussi est à la base infirmière clinicienne au soins intensifs néonatal et qui avait aussi un master en éducation de la santé. Donc, on a commencé, on en parlait, toutes les quatre, tout ça. Donc là, on était jeunes, naïfs, toutes pleines de bonne volonté. Donc, on s'est dit, on va le faire. Ben, pour pouvoir le faire, il faut quand même une structure. Donc, c'est là qu'on a commencé d'abord tranquillement à se constituer en OSBL. Puis là, on a compris que si on voulait faire de la sollicitation, qu'on voulait avoir du financement, des dons, etc., il fallait qu'on soit reconnu organisme de bienfaisance. Donc, c'est comprendre tout ce processus, tout ça, et puis aussi bâtir une relation de confiance avec ce personnel avec lequel on a décidé de mener ce projet. Ça prend du temps. Si on veut que ça réussisse, ça prend du temps. Donc, disons qu'on a posé les bases en 2016, fin 2016, et qu'officiellement, on est devenu organisme de bienfaisance, reconnu genre, par le gouvernement canadien, en 2017. Et là, on avait des bases de contrat, que ce soit moral ou écrit, avec l'équipe et l'hôpital sur place. Donc, disons qu'on a vraiment commencé, on a été approché en 2015-2016. Officiellement, on a débuté en 2017. Ok, d'accord. Et je suppose que vu que c'est toi qui as en quelque sorte amené le projet, tu as été la présidente ou comment ça s'est fait les nominations? Est-ce que... Alors, pour nous, tu sais, au début, vous êtes toujours gêné. Hein. Vous êtes toujours gêné de savoir qui va être présidente, qui va être... Oui, c'est ça. Vous êtes toujours gêné, mais pour nous, on se disait juste, oh, c'est juste des titres comme ça. Éventuellement, on va voter et on va changer, etc., etc. Et comme c'est vrai que le premier projet était au Congo et que j'étais quand même genre au début genre l'impulseuse genre du projet, ça s'est fait comme naturellement. On a dit oh, ben, c'est Micha qui va être la présidente, etc., etc. Et je t'avouerai que depuis en fait que je suis présidente, on l'a laissé comme ça. On a toujours dit oh ben on revote pour toi, oh ben on revote pour toi.
On te laisse continuer parce que tu fais bien le travail. Apparemment. Apparemment. Ok, super. Alors, je pense que je vais laisser Lémi faire la deuxième partie, puis moi, je reviendrai pour te poser d'autres questions encore. Mais on va aller peut-être un peu plus sur l'ONG, c'est ça, parler un peu plus des actions que vous avez faites et tout. Donc, Lémi, je te laisse la parole, hein, tu peux y aller. Bonjour, maman Micha, comment allez-vous? Bonjour Lémi, comment tu vas? Ça va. Écoute, ton parcours aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, déjà, tu l'avais fait en 2020 avec nous, dans lequel tu nous as vraiment expliqué en détail comment est-ce que tu es arrivé au Canada, comment est-ce que tu as pensé à faire ça. Pour récapituler, tu es arrivé ici en 2012 et c'est en 2017 qu'officiellement, tu as créé l'ONG. Officiellement, on a été reconnu organisme de bienfaisance. Ok. Tu disais que, d'ailleurs, en arrivant ici, en tout cas, le parcours que tu as eu ici, jamais en France, tu n'aurais... Tu veux me parler à quel niveau? Rapidement. Mais, bon, on va pas se mentir. On cache. Non, on va pas se mentir. Mon nom de famille, l'endroit où j'ai grandi, ma couleur de peau, malheureusement, c'est des choses auxquelles on fait attention en France. Même si je suis née, j'ai grandi en France, j'ai un nom de famille à consonance africaine, je suis noire, ça se voit. Mais comment tu le ressens ça? Parce qu'on parle souvent de victimisation. Comment est-ce que tu ressens que c'est ta couleur de peau qui ne te permet pas d'évoluer et peut-être pas juste le fait qu'il y a peut-être plus compétent ou... Mais les remarques, les remarques des fois que tu peux avoir au moment des entretiens. Je vais te donner un exemple tout bête, Lémi. Une fois, je faisais une vacation dans un hôpital, dans le 92, je ne vais pas citer de nom. Et cette journée-là, j'avais décidé de jeûner. Par conviction religieuse, j'avais décidé cette journée-là de jeûner. Et donc là, on avait beaucoup de travail dans l'unité. Donc la cadre de service vient pour nous aider. Et c'est le moment de prendre les pauses. Donc elle dit, bon, je vais remplacer un tel. Bon, Micha, vous, c'est pas la peine, hein, vous jeûnez. Okay. Mais qui te dit que moi, j'ai pas besoin de pause parce que je jeûne? Ah, ok, je comprends. C'est quoi ces assumptions? Et des fois, une autre fois, mais est-ce que pas justement cette remarque-là, tu la prends pas différemment parce que tu as dit c'est a priori que c'est cause de ça? Non, Lémi. Je sais pas comment. Du diable, mais... Parce que j'entends des fois les gens ici au Canada racisés qui disent « Oh, c'est pas facile pour nous, les personnes racisées, etc. » Et j'avoue que moi, en étant ici, je ne l'ai pas vécu du tout de cette manière-là. Oui, j'ai eu 2-3 remarques, tout ça, mais c'est le compte de l'ignorance. Mais en France, on n'est pas sur le même système. Définitivement pas sur le même système. Enfin, et tu sais, ici, quand je vais travailler, c'est plus facile pour moi, c'est plus convenient pour moi. J'ai un foulard sur la tête quand je vais travailler parce que c'est plus facile, etc., etc. En France, je me disais, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Sinon, c'est sûr que on va me rappeler que ceci. Alors que ça n'a rien à voir avec un signe religieux. C'est juste que des fois, je trouve ça plus facile. Les cheveux afro, des fois, quand ça veut pas coopérer, etc., je dis, bon, juste mettre mon foulard sur la tête. Mais en France, je pouvais pas faire ça. Ouais, je comprends. Donc, même les médecins avec qui je travaille ici, cette diversité. Moi, je travaille dans le milieu anglophone. Cette diversité qu'on a ici à l'hôpital McGill. Tu es à l'hôpital McGill, c'est ça? À l'hôpital McGill, c'est pas forcément une... Après, peut-être aussi parce que je travaille dans le milieu anglophone, alors je vois pas les choses de la même manière. Mais cette diversité des médecins avec laquelle je travaille ici, on est à Montréal, dans des beaux quartiers, etc., je l'avais pas forcément en France. Donc, j'ai pas dit qu'ils sont tous comme ça, c'est pas ça que j'ai dit, mais ce que je dis, c'est que ces opportunités que j'ai eues ici, non, je ne les aurais pas eues en France et j'en suis parfaitement consciente. Et même quand je parle avec certaines de mes amies qui sont restées en France, on a le sujet et on en arrive toutes à la même conclusion. Après, est-ce que je regrette où j'ai grandi, etc., j'aime pas Non, du tout. Mais on sait que le système est comme ça. Du tout. Ce que je le dois aussi à la France. Je suis allée à l'école de la République.
mais je ne peux pas nier ces discriminations, je ne peux pas les nier. Tu dois la France. Bon, oui, son ce serait hypocrite de ma part, je ne peux pas nier ces discriminations et je ne peux pas faire l'aveugle, tu vois, en me disant oui, non, c'est vrai, j'aurais eu la même réussite. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Maintenant, au niveau carrière, tu vois, et sur le niveau salaire, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, si tu regardes avec les gens qui sont restés et toi, est-ce que tu sens quand même qu'il y a une... Oui, il y a une différence. Une différence, hein. Non, il y a une différence. Disons que pour la même unité, pour le même nombre d'heures, il y a clairement une différence. Vraiment, il y a une différence. Parce que moi, je travaille dans le public. Est-ce que je gagne ici dans le public? Non. Je ne l'aurais pas gagné en France. Ok. Donc, en 2017, l'ONG officiellement devient ONG. Devient organisme de bienfaisance. En fait, je tiens à préciser, parce qu'on a travaillé dur pour avoir ce titre, c'est pour ça qu'à chaque fois, je tiens à le préciser. En fait, tout le monde peut être OSBL. OSBL, c'est facile. Tu t'enregistres en tant qu'OSBL, etc., etc. En fait, quand tu deviens organisme de bienfaisance, tu passes à travers un autre processus. C'est pour pouvoir émettre des reçus pour impôts. Vous avez des facilités fiscales, mais pour pouvoir avoir ce titre de bienfaisance, en fait, il faut que vous montriez en quoi votre projet en quoi votre projet est viable et fait en sorte que vous puissiez bénéficier de ce titre de bienfaisance, qui va vous ouvrir la porte pour d'autres subventions gouvernementales propres aux organismes de bienfaisance. Et ça, pour ce processus-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, quand même, on est quand même des techniciennes de soins. On n'est pas des agents administratifs ou des choses comme ça, ou des gens qui travaillent dans le secteur genre dans le management, tout ça. Donc, pour ce processus-là, quand même, ça prenait un gros effort. Et on a quand même travaillé dur pour avoir C'est ça ma question. Parce que... Et ça nous a pris, juste pour la petite histoire, on l'a eu du premier coup. On a juste eu un appel de la personne responsable qui nous a demandé de préciser une petite chose, qui nous a félicité. Je tiens à le dire parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte derrière, qui nous a félicité en fait pour la qualité du travail qu'on a fourni et on a eu le titre du premier coup. On s'est fait aider d'un avocat, mais le plus gros travail, c'est nous qui l'avons fait. Non, c'est à souligner. En fait, tu dis ça, pourquoi je voulais te couper, c'est parce que tu l'avais dit il y a 5 ans. Je pense que la première interview, on l'avait fait il y a 5 ans. Et tu parlais de ce problème. Tu disais, on est technicienne, on n'est pas de l'administration. Est-ce que 5 ans après, tu as su t'habituer à ce rôle entrepreneurial? Parce que d'un autre côté, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Quand je dis entrepreneuriat, tu vois, c'est de la gestion que tu fais. La gestion de A à Z. Par la force des choses, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix parce qu'on est passé à un autre niveau où on vous demande d'avoir une vision plus globale. Puis aussi, c'est vrai qu'on est des techniciennes de soins, mais on a aussi poussé chacune pour avoir genre des masters. Donc, ça nous a apporté genre d'autres qualités pour pouvoir travailler avec chance. Et comme je dis, le groupe qu'on était, l'état d'esprit qu'on avait au début, c'est pas le même que l'état d'esprit qu'on a en 2025 du tout. On n'est plus du tout les mêmes personnes. C'est ça qui m'intéresse en fait. Non, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Aujourd'hui, parce que tu es passé par des choses. Il faut savoir pour resituer, donc tu as ouvert justement cette maternité. En fait, c'est une unité de soins néonatales. Excuse-moi, c'est quoi encore la différence entre une unité de soins néonatales et une maternité? En fait, une maternité, c'est une unité où les femmes, elles vont pour accoucher, ou des fois, elles peuvent être hospitalisées quand elles ont le risque d'accoucher prématurément ou elles sont malades pendant la grossesse. Et en fait, l'unité néonatale, c'est vraiment la spécialité hospitalière qui va s'occuper des nouveau-nés qui sont malades ou prématurés. Et donc, nous, en fait, dans cet hôpital, à Kinshasa, on a ouvert une unité de soins néonatales. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la maternité, on a ouvert une unité de soins qui est capable de prendre en charge tous les nouveau-nés malades et prématurés. Ok, d'accord. Et donc de là, parce qu'on va aussi parler du projet Ouzima, comme le temps m'est compté par la bosse. De là, justement, tu nous avais fait un appel aux dons justement pour pouvoir apporter des kits. Est-ce que tu peux parler un peu de ce retour? Et une autre question que je vais te poser, c'est comment tu gères cette vie en tant qu'infirmière au Canada et cette ONG? Tu vois, après, tu m'expliques le kit de survie, comment ça s'est passé, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Tu veux que je réponde à quelle question en premier? Excuse-moi. D'abord,
Est-ce que tu peux nous faire un feedback rapide, même si à travers les images, tu as déjà mis un peu comment ça s'est passé, mais les kits, est-ce que ça s'est bien passé? Les kits. Est-ce que Ok. tu as la toile? Ouais. Les kits, le matériel, c'est ça que tu veux savoir? Oui, parce que tu avais fait un appel au don pour justement... Ok. Je pense parce que là, il y a plusieurs questions dans la question, donc je vais c'est ça. Les kits de survie et le matériel, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, en fait, ce que Lémi il essaie de dire, c'est que à l'époque où nous, on a commencé, il n'y avait pas de couverture santé universelle en RDC. Ça voulait dire que les familles, elles devaient payer pour tous les soins. Donc, elles arrivaient à l'hôpital, elles payaient 5 $ pour la consultation, elles voyaient un médecin, et une fois qu'elles avaient eu cette consultation, le médecin leur faisait une liste avec une ordonnance, avec tout le matériel nécessaire pour la prise en charge de leur enfant. Donc, ça passait des gants aux antibiotiques, aux aiguilles, aux seringues, vraiment à tout. Le problème qui se posait, c'est que souvent, ces familles, elles étaient dans des situations où elles étaient très vulnérables. Donc, déjà, elles avaient du mal à avoir le 5 $ de consultation. Et donc, vous imaginez bien qu'elles n'avaient pas l'argent, en fait, pour la liste de matériel et d'ordonnances qui leur étaient demandées. Donc, ce qui se passait, c'est que souvent, une fois qu'on remettait, les médecins remettaient les ordonnances aux familles, il y avait des familles qui disparaissaient pour 12, 24, 48 heures, des fois même 72 heures, le temps de réunir les sommes pour pouvoir acheter le matériel nécessaire. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'état de ces enfants se détériorait et souvent, il y avait des enfants qui décédaient comme ça parce que les équipes sur place, eux, n'avaient rien pour pouvoir débuter les soins. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc, nous, quand on a ouvert l'unité néonatale dans cet hôpital à Kinshasa, à Kimbanseke, ce qu'on avait dit, c'est que, écoute, on ne peut pas donner d'argent comme ça aux familles parce qu'il faut de la traçabilité. Mais ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir les aider à ce qu'elles soient prises en charge le plus rapidement possible, on va mettre en place des kits d'admission. Donc, dans ces kits d'admission, en fait, on retrouvait tout le nécessaire standard pour pouvoir prendre en charge un enfant pendant 24 à 48 heures. Donc, tu avais des seringues, couches, antibiotiques, cathéters intraveineux, etc., pour qu'on puisse débuter les soins au moins pour 48-72 heures et ça laissait le temps à la famille de prendre le relais pour le reste des soins. Et en fait, chaque kit d'admission, avait une valeur de 30 $. Au début, on était vraiment, et on l'est toujours, un petit organisme. Donc, c'est sûr que pour avoir des subventions gouvernementales, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en sollicitant nos familles, nos amis, les amis de nos amis, tranquillement, au fur et à mesure des années, juste comme ça, on a réussi à financer 600 kits d'admission, sans même s'en rendre compte. Donc, il y a 600 enfants qui sont arrivés dans cette unité néonatale où les parents n'ont pas eu à débourser les soins parce qu'ils ont eu un kit d'admission. Et ça soulageait énormément les familles et on gagnait du temps, en fait, dans la prise en charge des familles. Je n'ai pas dit que tous les enfants sont vivants, je n'ai pas dit ça. Et ce que je dis, c'est que tous les enfants qui sont arrivés dans cette unité ont eu une chance de vivre parce qu'il n'y a pas eu de délai dans la prise en charge. D'où le nom, une chance de vivre. D'où le nom, une chance de vivre. Okay. Maintenant, pour que l'unité, elle puisse fonctionner, oui, on peut avoir de la bonne volonté, mais il faut du matériel. Il faut du matériel néonatal, etc., etc. Au début, on a commencé vraiment simple. Donc, vraiment, c'était une pièce, on aurait pu penser que c'était un KGB, tout abîmé, tout ça, qu'on a retapé, etc., etc. On avait parce que cet hôpital, en fait, il dépendait, c'est un hôpital qui est de référence, qui a des accords avec l'État, mais à la base, il dépend d'une communauté religieuse. Donc, on avait négocié, en fait, avec la communauté religieuse pour qu'eux, ils fassent les travaux pour la salle. Et nous, en fait, notre rôle, c'était d'apporter le matériel de base pour l'unité. Donc, au début, l'unité, c'était 5 à 7 lits. Donc, tout ce qui était stéthoscope, balance, les kits d'admission, gants, vraiment, même 2 petits respirateurs, tout ça, c'était du matériel neuf. On l'a fourni, en fait, pour pouvoir ouvrir cette unité. Et comme je l'ai dit, donc l'unité a ouvert en janvier 2020. Ça fonctionnait quand même plutôt pas mal, malgré qu'il y ait eu le Covid-19 qui nous est arrivé dessus. On ne s'y attendait pas du tout. L'unité quand même fonctionnait quand même pas mal, mais il y avait quand même des choses à repêcher. En 2021, on a été capable de refaire les suivis et évaluations sur le terrain, donc plus de soutenir l'équipe. Et là, on s'est rendu compte qu'on commençait à déborder. Au lieu d'accueillir 7 patients, on en avait 12, 13, c'était des 2-3 patients par lit. Les lits n'étaient pas forcément adaptés. Donc, et on voyait aussi quand même que l'équipe commençait à évoluer, à avoir des bonnes bases, à évoluer, tout ça. Donc, il fallait passer à l'étape 2 du projet. Donc là, pour l'étape 2 du projet,
on voulait accueillir des nouveau-nés qui étaient, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous parle juste en gros, accueillir genre des bébés qui étaient plus petits en âge gestation, plus prématurés, donc il faut du matériel plus sophistiqué. On voulait que l'unité soit un peu plus grande, entre 12 à 14 lits. Donc là, il fallait du matériel plus sophistiqué. Mais entre-temps, on avait gagné plus en crédibilité. Donc là, on a eu la confiance de plus gros bailleurs de fonds qui nous ont permis en fait de pouvoir acheter ce matériel pour cette unité. Et quand on parle de matériel, on parle toujours... En fait, on a un point d'honneur au matériel qu'on donne. C'est toujours du matériel neuf, assuré, où on peut avoir des techniciens qui font une maintenance sur ce matériel. C'est vraiment un point d'honneur qu'on met sur ça. Parce qu'on l'a vu, du matériel qui a déjà été utilisé, qu'on a refourgué, mais qui n'a pas d'assurance et qui finit dans un coin, des unités qui deviennent des charges juste avec du matériel recyclé comme ça. Donc nous, notre point d'honneur, c'était vraiment d'avoir à chaque fois du matériel neuf. Nos accords, en fait, comment ils étaient faits, nous, on est reconnus ici. On est reconnu ici, au Canada, en tant qu'organisme de bienfaisance. On est bien enregistré, etc., etc. Mais on travaille en République démocratique du Congo. Donc, les accords, comment ils étaient faits initialement, nous, on achetait le matériel, on payait les frais de transport du matériel, mais une fois qu'ils arrivaient sur le territoire en République démocratique du Congo, c'était en fait à l'administration de l'hôpital en fait, de se charger du dédouanement du matériel. Et là, c'est là que les difficultés ont commencé. C'est là que les difficultés ont commencé, tout ça. Quelle année ça? Parce que vous avez déjà de l'expérience. Là, ce matériel, il a été livré en 2023. Ouais. Mi-fin 2020. Disons août 2023. Le matériel a été livré août 2023. Et là, ça a été compliqué. Dealer avec les administrations. Quand vous êtes un organisme de l'extérieur, les gens s'attendent toujours à ce que vous ayez des millions. Et que en fait, vous ayez plein d'argent dans les poches, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, j'avoue qu'on est rentré dans des difficultés on était naïfs, hein, qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout, qui ne faisaient vraiment pas de sens pour nous. Et j'avoue que dealer avec les deals congolaises, c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Ça prend des contacts, ça prend de la patience, et ça a remis beaucoup de choses en question aussi. Parce que c'est une bonne action qui est faite. C'est du matériel qui est donné gratuitement. À titre de don, c'est du matériel neuf. C'est pour vous, pour votre hôpital, les gens de votre communauté. Mais excuse-moi, tu veux concrètement quelle difficulté? Ils ne voulaient pas que le matériel passe ou qu'est-ce qui se passait? En fait, je pense que les gens s'imaginent toujours que vous avez plein d'argent et d'une manière ou d'une autre, ils veulent eux aussi avoir leur part. Okay. En gros, c'est ça. Donc, pour que la personne fasse son travail, elle veut un intérêt particulier pour son travail pour lequel elle est rémunérée. Elle veut un intérêt particulier parce qu'il s'imagine que vous venez du Canada, vous avez ramené tout ce matériel, donc c'est sûr vous êtes riche. Donc si vous voulez qu'on sorte ce matériel, eh bien, motivez-nous. Alors que vous avez ces exemptions, pourquoi vous faites ça? Ah, vous avez des exemptions normalement. Oui, à 100%. Donc c'est un peu illégal ce qu'ils font. Oui. C'est la taxe de bienvenue. Voilà, la taxe de bienvenue. Et malheureusement, si vous voulez, il faut... Parce que vous avez des bailleurs de fonds qui vous font confiance, vous avez des gens qui vous font confiance, vous êtes garant de ce matériel. Donc, en fait, il faut que ce soit livré, il faut que ça serve à la population, etc., etc. Donc, j'avoue que même si je suis d'origine congolaise, ça a été un choc. J'avais déjà entendu des histoires. Et ça a été... Ouais, pour moi, déjà, ça a été un choc. Ça a été un choc. Alors, je vous laisse imaginer pour mes 3 collègues. Elles comprennent pas. Moi, déjà, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vous laisse imaginer elles. Qui ne sont pas congolaises. Parce que... Pour nous, ça fait pas de sens. On est comme dépassés, etc., etc. Ok. Ouais, je comprends. Ma question, finalement, est-ce que, rassure-nous, le matériel est passé?
Non, on a tout livré. Je ne vais pas mentir, ça nous a pris une énergie folle. Déjà, la RDC, peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut que tu connaisses des gens. Il faut que tu connaisses. Si tu penses que vraiment c'est juste, ça va venir de Dieu et que oui, je suis une bonne personne, etc., etc. Non. Il faut que tu connaisses des gens. Il faut vraiment que tu connaisses des gens. Il faut que tu connaisses des gens. Mais là-bas, c'est vraiment un autre niveau. C'est primordial. Sincèrement, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Il faut que tu connaisses des gens et il faut que tu connaisses des gens qui sont sur le même niveau de compréhension que toi. Okay. Et qui, vraiment, ce niveau de compréhension-là, où tous les deux, vous avez compris qu'en vérité, c'est pour le bien de la communauté et par ricochet, c'est pour le bien de nous tous, etc., c'est primordial. Si tu es avec quelqu'un qui son niveau de compréhension, c'est juste moi, qu'est-ce que moi je gagne, qu'est-ce que moi je vais manger aujourd'hui, t'es foutu. Ouais, je comprends. Donc, vraiment, les personnes que tu vas solliciter, que tu vas aller chercher, qui vont aller t'aider, c'est vraiment les personnes qui ont le même niveau de compréhension que toi. Et j'avoue, quand il y en a, et quand tu les trouves, ces personnes-là en RDC, franchement, elles te font gagner du temps, elles t'aident d'une manière, je sais pertinemment que si on n'avait pas rencontré les personnes qu'on a rencontrées dans toutes ces difficultés, je ne sais pas comment on aurait fait. Ok, parfait. Comme on a un peu pris par le temps, je pose ma question que tu avais demandé, c'est comment tu fais pour gérer en fait entre ta vie ici qui me semble être aussi quand même assez intense au niveau du travail et ton ONG. Comment tu fais pour gérer en fait?